Bonjour, aujourd'hui je vous propose un examen donné en 2012 par l'Académie de Teza Zaunet Leuciman. Alors le texte de départ, c'est un extrait du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Mais avant de commencer la correction de l'examen, je vous donne un aperçu sur l'auteur et sur son roman. Alors, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un écrivain, il est romancier, dramaturge, parce qu'il a écrit dans plusieurs genres littéraires. Il est né français, il est né en 1802 à Besançon et décédé en 1885 à Paris. Alors, parmi les œuvres les plus célèbres de Victor Hugo sont Les Misérables et Notre-Dame de Paris comme roman. Les Orientations, les Contemplations comme recueil de poèmes, c'est-à-dire il était aussi poète. Et il a écrit aussi dans le théâtre. Mais retenez 2, 3 maximum, parce qu'on peut vous demander de donner quelques œuvres, au moins deux œuvres de l'auteur. Alors, Le dernier jour d'un condamné, c'est un roman, mais pas n'importe lequel, c'est un roman à thèse. C'est-à-dire, un roman à thèse, c'est un roman que l'auteur écrit, pas pour distraire le public, mais pour discuter avec lui une thèse, c'est-à-dire une idée. Alors, dans Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo s'engage à défendre une cause, c'est-à-dire l'abolition de la peine de mort. Il a publié ce roman en 1829. Et lui, il voulait abolir, c'est-à-dire il voulait que la France défende la peine de mort, ou bien ce qu'on appelle aussi la peine capitale. C'était son but. Pour la structure de cette œuvre, elle est constituée de 49 chapitres répartis selon une structure spatiale, c'est-à-dire entre Bicêtre qui est une prison qui existait réellement à l'époque de Victor Hugo à Paris. C'est un lieu réel. Il y a aussi la conciergerie qui est une partie du palais de justice. Il y a l'hôtel de ville qui est la mairie, ce qu'on appelle la mairie. Et il y a aussi la place de grève, c'est une grande place publique où on exécutait publiquement les condamnés à mort pour qu'ils servent d'exemple aux futurs candidats à la criminalité. Donc, je vous ai donné en même temps la structure et le cadre spatial, c'est-à-dire les lieux où vont se passer les événements. Pour le temps, bien le cadre temporel, vous avez 6 semaines, le temps situé entre le jugement du condamné et son exécution. Qui est ce condamné? Il est en même temps personnage et narrateur. C'est un condamné à mort qui décrit les souffrances que peut sentir tout être humain se trouvant à sa place. C'est un homme qui souffre comme tous les hommes. Alors, si on veut résumer cette œuvre, ou bien ce roman, on peut dire c'est un condamné à mort obsédé par l'idée de la mort. Il nous parle de ses souffrances avant son exécution. Ça va? Donc, on va voir les étapes. Bien sûr, pour les personnages, il y a le personnage qui est le narrateur et le condamné à mort.
Il y a sa fille, Marie. D'ailleurs, on ne connaît pas le nom du condamné. Et je vais vous dire pourquoi. Marie en a donné un nom, Victor Hugo a donné un nom à la fille, à la petite fille qui est âgée de 3 ans. Il y a aussi le Frioche, c'est un condamné à la peine capitale que le narrateur a rencontré dans un petit cabinet. Alors on commence la réponse aux questions. On commence par la compréhension du texte, l'étude de texte comme c'est indiqué sur la copie. Première question, d'après votre lecture de l'œuvre, dans son texte intégral, recopiez les 2 propositions qui sont vraies. Vous en avez 4, donc je lis toutes les propositions et je recopie celles qui sont vraies. Victor Hugo est un écrivain du 19e siècle. Regardez comment c'est écrit 19. Alors pour le siècle, il faut absolument l'écrire. Si on vous demande le siècle, il faut l'écrire en chiffres romains. 19, c'est X, I, X, en majuscule, en lettres majuscules. Ça, c'est le 19e siècle. Le dernier jour d'un condamné est un roman autobiographique. Le narrateur est père d'une famille nombreuse. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse. Alors, je reviens à la première proposition. Victor Hugo est un écrivain du 19e siècle. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est une proposition vraie, donc je la recopie. Comment je sais que Victor Hugo est un écrivain du 19e siècle? Je vais voir sa date de naissance et celle de son décès. 1802. 1802, c'est le 19e siècle. C'est 18 plus 1. C'est comme ça que je peux connaître le siècle. Donc, je recopie cette proposition. Le dernier jour d'un condamné est un roman autobiographique. Non, il n'est pas un roman autobiographique. Donc, je ne recopie pas. Le narrateur est père d'une famille nombreuse. Non, le narrateur a une seule fille, c'est Marie. Donc, il n'est pas père d'une famille nombreuse. Je ne recopie pas. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse. Oui, donc je recopie cette proposition. Avant de passer à la deuxième question, j'attire votre attention sur la façon avec laquelle est écrit le titre de l'œuvre. Regardez, le dernier jour d'un condamné, il est souligné. Donc, ça, il faut le prendre comme règle. Moi, en présentant mes vidéos, je ne peux pas le faire sur le titre de la vidéo, mais je vous donne cette information. Le dernier jour d'un condamné, la boîte à merveille et Antigone, quand il s'agit du titre d'une œuvre, il faut absolument le souligner. Donc, Antigone, qui n'est pas souligné, c'est le personnage, c'est la fille. Et Antigone souligné, c'est le titre de l'œuvre, c'est le titre de la pièce de théâtre. Excusez-moi, je ne peux pas le faire dans le titre de ma vidéo, mais voilà, j'attire votre attention sur ça. Alors, je passe à la deuxième question. Parmi les personnages suivants, 3 ne sont pas cités dans le roman. Lesquels? Je lis d'abord tous les personnages pour voir, pour choisir. Le fils du condamné, l'avocat, le bourreau, le complice, le geôlier, le prêtre et les pompiers. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de relever ou bien de citer les 3 personnages qui ne sont pas cités dans le roman, qui n'existent pas. Donc, j'écris comme ça. Parmi les personnages suivants, 3 ne sont pas cités dans le roman. Je mets 2 points, je reviens à la ligne. Le fils du condamné. Est-ce que le condamné a eu un fils? Non. Donc, ce personnage n'est pas cité. Donc, je l'écris. Tiré, le fils du condamné. Je reviens à la ligne, un autre tiré.
L'avocat. Non, il y avait un avocat dans le roman, donc je ne le recopie pas. Le bourreau. Il y avait le bourreau. Donc je ne recopie pas. Le complice. Est-ce que le condamné avait un complice, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a aidé à faire son crime, à commettre son crime? Non, il n'avait pas de complice. Donc j'écris le complice. Je reviens à la ligne, un autre tiré. Le geôlier. Si, le geôlier est cité dans le roman. Donc je ne recopie pas. Le prêtre. Il y avait un prêtre dans le roman. Donc je ne recopie pas. Qu'est-ce qui me reste? Les pompiers. Donc j'écris les pompiers. Je reprends. Parmi les personnages suivants, 3 ne sont pas cités dans le roman. 2 points. À la ligne, tiré. Le fils du condamné. Un autre tiré. Le complice. Un autre tiré. Les pompiers. Passons à la 3e question. Parmi les noms des lieux suivants, 3 sont cités dans le roman. Alors là, c'est l'inverse. 2e question, les 3 qui ne sont pas cités. Maintenant, c'est les 3 qui sont cités dans le roman. Alors, je lis, d'abord, il faut lire tous les lieux pour voir. Vous avez la Bastille, l'Hôtel de Ville, les Champs-Élysées, la place de Grève, le musée du Louvre et la conciergerie. Alors, je réponds. Parmi les noms des lieux suivants, 3 sont cités dans le roman. 2 points. Je reviens à la ligne. Bien sûr, la Bastille n'est pas citée. C'est un lieu qui existe effectivement à Paris, mais il n'est pas cité dans le roman. L'hôtel de Ville, oui. Donc, j'écris l'Hôtel de Ville. Les Champs-Élysées, c'est un lieu célèbre à Paris, mais il n'est pas cité, donc je ne l'écris pas. La place de Grève, oui, c'est la place où on va exécuter le narrateur, bien le condamné, donc j'écris. Le musée du Louvre, non, je n'écris pas. Et la conciergerie, c'est un lieu qui est cité dans le roman. Donc je reprends. Parmi les noms des lieux suivants, 3 sont cités dans le roman. 2 points, je reviens à la ligne, tiré, l'hôtel de ville, tiré, la place de Grève, tiré, la conciergerie. Et voilà, j'ai répondu à... Alors pour les questions de langue. Question 4. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de l'incarcération. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'incarcération. Une personne est incarcérée, c'est une personne qui est emprisonnée. Donc l'incarcération, c'est l'emprisonnement. Ça, c'est le langage soutenu. Donc je vais chercher dans le texte 4 mots qui appartiennent au champ lexical, c'est-à-dire à la notion de la prison, de l'emprisonnement. Je lis. Il était à peine jour et la prison était pleine de bruit. Donc j'ai déjà ici dans cette phrase le mot prison. Donc j'écris le mot prison. Mais avant d'écrire, je dois d'abord formuler 4 mots appartenant au champ lexical de l'incarcération. Alors, ou bien je mets 2 points, ou bien j'écris les 4 mots appartenant au champ lexical de l'incarcération sont. Premier mot, la prison. J'ai déjà trouvé dans la première phrase. Alors, en continuant la lecture, je vais trouver à la ceinture des geôliers. Les geôliers. Un geôlier, c'est un gardien de prison. Donc, j'écris le mot geôlier, des geôliers. Ensuite, vous avez mes voisins de cachot. Le cachot, c'est une petite cellule dans laquelle on met un seul prisonnier. On l'emprisonne tout seul. On appelle ça le cachot ou bien la cellule.
Donc, j'écris le cachot. Ensuite, les forçats en punition. Les forçats. Un forçat, c'est un prisonnier qui est condamné aux travaux forcés. Donc ça aussi, c'est un mot qui appartient au champ lexical de l'incarcération. Donc je recopie forçat. Et comme ça, j'ai écrit 4 mots. Si je veux continuer, il y en a d'autres. En bas, tout en bas, vous avez les prisonniers. C'était les prisonniers. Mais attention, on ne me demande que 4. Si j'ai trouvé les 4 mots, ça y est, c'est pas la peine que j'ajoute d'autres. Bon, alors question numéro 5. Quelle fête prépare-t-on dans la prison? A. B. À quel moment de la journée se déroule-t-elle? Ça aussi, on relève. Quelle fête prépare... Regardez, fête est écrite entre guillemets. Ça veut dire que ce n'est pas une vraie fête. Donc, on va chercher. Quelle fête prépare-t-on dans la prison? Alors, comment je réponds d'abord? On prépare dans la prison. Si vous voulez répéter le mot fête, vous pouvez le faire. Ou bien, vous pouvez aussi dire la fête qu'on prépare dans la prison est. Alors, regardez la réplique du geôlier. Fête si l'on veut, me répondit-il. C'était aujourd'hui confèrent les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Donc là, je peux trouver la réponse dans cette phrase. Donc la fête qu'on prépare dans la prison est le ferrage des forçats. Le ferrage des forçats. Et bien sûr, ça, si vous avez bien lu l'œuvre, vous allez comprendre qu'on va mettre du fer autour des pieds et des mains des forçats pour les transporter à une autre prison à Toulon. À Toulon, c'est une autre ville de la France. À quel moment de la journée se déroule-t-elle? Alors B, je reviens à la ligne, j'écris B. Cette fête se déroule pendant la matinée. Alors, comment j'ai trouvé l'indice qui le montre? Regardez en haut, au début du texte. Il était à peine jour. Il était à peine jour. Vous avez un indicateur temporel qui me montre que les événements se passent très tôt le matin. Très tôt le matin. Donc, je peux écrire très tôt le matin. Donc, la fête se déroule pendant le matin ou bien très tôt le matin. On n'a pas demandé qu'on relève l'indice, donc ce n'est pas la peine. Pour moi, j'ai trouvé l'indice, donc j'ai compris que c'est très tôt le matin, donc je l'écris. 6. Relevez dans le texte un mot qui montre que le narrateur n'apprécie pas cette fête. Il n'a pas aimé, il n'apprécie pas cette fête. Donc, je vais chercher le mot qui montre que le narrateur n'apprécie pas cette fête et, regardez, c'était en effet pour un reclus solitaire une bonne fortune qu'un spectacle si odieux qu'il fût. Si odieux qu'il fût. Donc le mot odieux montre que le narrateur n'aime pas, n'apprécie pas cette fête. Donc j'écris seulement le mot odieux. N'écrivez pas toute la phrase que j'ai lue. Maintenant, moi, je vous désigne le passage où vous allez trouver le mot. Donc ici, odieux. De préférence de l'écrire avec une couleur différente ou bien de le souligner. 7. La description du bâtiment dans le dernier paragraphe est, on vous donne des choix, neutre, valorisante, dévalorisante. Petit a, recopier la bonne réponse. Petit b, relevez 2 adjectifs pour justifier votre choix. Donc, je réponds. La description dans le dernier paragraphe est
Alors, je vais lire d'abord. Avant de répondre, je vais lire le dernier paragraphe. La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste, et autour de laquelle s'élevait des quatre côtés, comme une muraille, un grand bâtiment de pierre de taille de 6 étages. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collés du bas en haut une foule de visages, etc. Donc ici, on me demande la description du bâtiment, pas des personnages. Donc je m'arrête là et je cherche. D'abord, j'ai lu, j'ai compris que c'est une description dévalorisante. Alors, une description dévalorisante, c'est-à-dire celui qui décrit n'aime pas ou bien donne son point de vue négatif sur ce qu'il voit ou bien ce qu'il décrit. Alors, j'écris la description du bâtiment dans le dernier paragraphe est dévalorisante. Ça, c'est un. B, 2 adjectifs pour justifier mon choix, sans, 2 points. Alors, je reviens à la phrase. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple, etc. Donc, vous avez dégradé, nu, misérable. J'écris 2. Hein? Je choisis seulement 2. Dégradé, par exemple, dégradé, misérable. Question 8. Recopiez le tableau suivant et complétez-le à partir de la liste proposée. Vous avez comparaison, anaphore, métonymie, gradation et euphémisme. C'est une liste de quoi? C'est une liste de figures de style. Alors, je dois d'abord recopier le tableau sur ma copie. J'écris la colonne des phrases. Tout Bicêtre semblait rire. Remarquez que toutes les phrases sont entre guillemets, ça veut dire qu'on a relevé ces phrases dans le texte. Et vous avez deuxième phrase, pressez les uns aux autres, les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur. Et troisième phrase, il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrou. Alors, deuxième colonne, on me demande d'écrire la figure de style qui convient à chaque phrase. Je reviens à la première phrase. Tout Bicêtre semblait rire. Est-ce que c'est une comparaison? Je n'ai pas le moyen de comparaison. C'est une anaphore. Il n'y a pas la répétition d'un mot ou bien d'une expression en tête de chaque phrase. C'est une métonymie. Oui, c'est une métonymie. Alors pourquoi? Tout Bicêtre semblait rire. Tout Bicêtre. C'est quoi Bicêtre? Bicêtre, c'est la prison. Semblait rire. Est-ce que la prison rit? Hein? La prison, c'est un lieu. Est-ce qu'il rit? Bien sûr que non. Donc, qui rit? Ce sont les prisonniers qui sont dans cette prison, qui sont à Bicêtre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a remplacé la personne par le lieu. Quand on remplace une personne par un lieu, on appelle ça la métonymie. La métonymie. Donc, j'écris métonymie. Je reviens. La métonymie, c'est une figure de substitution, c'est-à-dire je remplace un mot par un autre, une expression par une autre, etc. Je vous donnerai les détails dans l'étude des figures de style prochainement. Deuxième phrase. Pressez les uns au-dessus des autres comme les pierres d'un mur. Alors ici, il y a un mot qui attire mon attention, c'est comme. Et comme, c'est un outil de comparaison. Donc, ce n'est pas la peine que je
que je cherche ailleurs, puisque j'ai comme proposition comparaison, pour ne pas perdre du temps. Donc j'écris comparaison et je souligne comme. Il faut le souligner, il faut montrer l'indice. L'indice qui montre ou bien qui prouve que je suis dans cette figure de style. La même chose pour la première, souligner bicêtre et rire. Bicêtre et rire. Troisième phrase. Il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrou. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a trois mots qui sont classés les uns par rapport aux autres. Il y a d'abord la serrure, ensuite le cadenas, ensuite les verrous. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche là la figure parmi celles qui restent bien sûr, dans laquelle on a un classement des mots, une énumération des mots avec un classement. Ce n'est pas l'anaphore et ce n'est pas l'euphémisme. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la gradation. C'est une gradation et je souligne serrure, cadenas et verrou. Voilà, j'ai répondu à la question 8. Dernière question. Selon vous, l'événement raconté dans le texte est-il amusant? La réponse est dite pourquoi en une phrase. C'est toujours la dernière question, c'est une question dans laquelle on vous demande votre point de vue sur quelque chose qui s'est passé dans ce passage. Et l'essentiel, c'est comment je justifie ou bien quels sont les arguments que je donne. Attention, ici, toujours dans une phrase, en une phrase, quels sont les arguments que je vais donner pour appuyer mon point de vue. Est-ce que l'événement qui est raconté, qui est le ferrage des forçats, est-ce qu'il est amusant? Parce que ici, le geôlier, il a dit, c'est quoi, voulez-vous, cela vous amusera. Cela vous amusera. Donc, est-ce que vraiment c'est un spectacle amusant? Donc, pour vous, est-ce que c'est amusant ou non? Si c'est amusant, avec une phrase, vous dites pourquoi vous le trouvez amusant. Sinon, vous dites pourquoi vous ne le trouvez pas. Le sujet de la production écrite est un sujet particulier aujourd'hui. La lecture du roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, vous a-t-elle fait changer d'avis sur la peine de mort? Attention, on ne vous demande pas de rédiger un texte sur la peine de mort. Non. Parce que ici, on risque d'être hors sujet. On vous demande si la lecture, c'est-à-dire vous avez déjà lu, vous avez étudié le roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, est-ce que cette étude, est-ce que cette lecture vous a fait changer d'avis sur la peine de mort? Alors, comment je vais répondre, ou bien quels sont les arguments que je vais écrire sur mon plan avant de commencer la rédaction? Il faut d'abord supposer le point de vue personnel, mon point de vue personnel sur la peine de mort. Est-ce que j'étais d'accord avec la peine de mort? Si j'étais d'accord avec la peine de mort et après avoir lu le roman, j'ai changé d'avis, c'est-à-dire maintenant je ne suis plus d'accord. Victor Hugo a réussi à me convaincre de changer mon point de vue sur la peine de mort. Ça, c'est un cas, c'est un exemple. L'autre cas, j'étais d'accord avec la peine de mort et Victor Hugo n'a pas réussi à faire changer mon point de vue. C'est-à-dire, je suis toujours d'accord avec la peine de mort. Donc, c'est comme ça qu'on doit concevoir cette production.
si on ne me demande pas de rédiger un texte argumentatif dans lequel je dis si je suis pour ou contre la peine de mort. Non. Ici, c'est l'impact, c'est l'effet que la lecture du roman de Victor Hugo a fait sur moi, sur mon point de vue. Donc, il faut partir du point de vue personnel avant et après la lecture de Victor Hugo, du roman de Victor Hugo. Donc, il faut faire bien attention pour ne pas être hors sujet. Et comme je répète toujours, un texte argumentatif, il doit comprendre une introduction. Alors, l'introduction ici, il vaut mieux donner une idée, un petit aperçu sur le roman de Victor Hugo. C'est un roman à thèse dans lequel Victor Hugo discute avec le grand public l'idée ou bien la thèse de la peine de mort dans le but d'abolir cette peine parce qu'elle fait mal à beaucoup de personnes, à la société, etc. Je pose une petite question comme transition et dans le développement, je vais répondre directement, est-ce que le roman a fait changer mon point de vue? S'il a fait changer mon point de vue, voilà les arguments, voilà comment Victor Hugo a réussi à faire changer mon point de vue, avec des exemples bien sûr qui sont pris dans le passage que Victor Hugo a présenté, les arguments qui sont dans le roman. Sinon, c'est l'inverse. Donc, vous dites non, il n'a pas fait changer mon point de vue parce que je suis toujours pour la peine de mort et vous donnez, dans tous les cas, il faut donner des arguments. D'accord? Et à la fin, vous récapitulez dans une petite conclusion dans laquelle vous pouvez parler ici de l'impact ou bien de l'effet d'un roman à thèse, surtout à thèse, hein, sur l'opinion des lecteurs. Voilà, donc c'est grosso modo ce qu'on peut faire. Le seul conseil, c'est pour ne pas être hors sujet, on n'a pas demandé quel est ton point de vue sur la peine de mort, mais est-ce que Victor Hugo a réussi à influencer la vie des lecteurs? Bon courage.